Salut à tous pour ceux qui nous retrouvent sur YouTube. On se retrouve pour l'émission Farmer Streak, l'émission où l'on débriefe chaque journée de Ligue 1. Ce week-end, c'était la 12e journée. On a eu le droit au choc des lumières entre l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain. La grosse victoire du RC Lens contre l'AS Monaco, le match entre le Racing Club de Strasbourg et le LOSC. Bref, on va revenir sur tous ces matchs. Et pour m'accompagner aujourd'hui, il est de retour pour nous parler de Ligue 1 et des Girondins de Bordeaux. Gaëtan, comment vas-tu ? Écoute Vincent, au top, au top, au top. J'ai passé un super week-end moi de mon côté, que ce soit sportivement ou personnel. Très bonne journée de Ligue 1, je pense, à débriefer. Il y a pas mal de choses à dire et du coup, ouais, très content de revenir pour Pharma Streak. Ouais, petit point sur les Girondins, Gaëtan, évidemment, à chaque fois que tu es là, on le fait. Eh bien écoute, on enchaîne, on enchaîne, on enchaîne. Victoire contre le dernier du championnat. On se retrouve donc à 2 points de la première place. Donc franchement très positif en ce moment. Ça commence à être assez intéressant en termes de jeu. Donc ouais, on est en avance sur les temps de passage de la saison passée, donc cool. Il y a un petit élan d'espoir qui est en train de se mettre en place de notre côté en Gironde. Donc voilà, en espérant essayer de remonter en national en fin de saison. Mais cool, franchement cool. C'est des matchs pièges et on a par le passé, que ce soit quelle que soit la division, ce genre de match, on n'est pas les meilleurs dans ce genre de situation. Donc ouais, non, cool de s'imposer. On peut tranquillement se préparer pour la Coupe de France et le septième tour de coupe contre Bois-et-Bonneau-Contre, une équipe de Régional 1. Donc ça va se disputer au stade de rugby de Agen. Donc c'est un petit club local, enfin local. C'est un club de régional du 47. Donc voilà, une affiche où on sera favori et il faudra enchaîner pour pouvoir peut-être rencontrer un club de Ligue 2. Ok, eh ben super. En tout cas, on espère la remontée des Girondins de Bordeaux et ils ont enchaîné donc une quatrième victoire d'affilée, les Girondins. Donc on verra ce qui se passe pour la suite. Évidemment, on fera un point quand tu reviendras. Nous, on va quand même rentrer sur cette journée de Ligue 1. Et avant de commencer à parler de tout ce qui est match choc des lumières et tout ça, on a une petite innovation dans cette journée de Ligue 1. On a vu l'installation de la RevCam. Alors je crois que c'était pas sur la journée d'avant, je crois que c'est la première fois testée cette semaine. Gaëtan, je te lance direct, qu'est-ce que tu en as pensé ? Est-ce que c'est une nouvelle super bonne innovation de la part de la Ligue ? On parlait un petit peu en off tout à l'heure. Bon, moi personnellement, ça me ça me change pas grand chose, on va dire, sur mon expérience match en regardant. Par contre, bon, ça reste quand même cool d'avoir un autre point de vue. Je me souvenir de quelques top buts, c'était pas en Ligue 1, mais notamment sur des matchs de pré-saison. J'ai un souvenir d'un but de Tillmans filmé à la Revcam. Bon, ça amène quelque chose de différent. On peut voir peut-être un petit peu plus l'intensité qu'il y a sur le terrain. Mais on en parlait un petit peu en off. Honnêtement, je suis plus favorable à la sonorisation des arbitres que à la Revcam. Ouais, exactement. Nous, ce qu'on veut voir, c'est plutôt les micros, ce que disent les arbitres aux joueurs ou les joueurs aux arbitres, hein, parce que c'est vrai qu'on peut voir certains ralentis, mais les seuls ralentis que nous montrent les productions, c'est souvent les grosses têtes des joueurs qui sont en train de se plaindre auprès de l'arbitre. Honnêtement, ça apporte pas grand-chose. Voilà pour ce petit point innovation. On va pouvoir commencer, rentrer sur ce match, l'affiche de cette semaine de Ligue 1. Le match de ce week-end, c'était l'Olympique Lyonnais contre le Paris Saint-Germain au Groupama Stadium. Match qu'on a renommé sobrement le match des Lumières. Donc déjà, avant de rentrer dans le match, qu'on fasse les détails, les questions qu'on se pose, en tout cas pour ma part, est-ce qu'on a assisté au meilleur match de cette saison de Ligue 1, Gaëtan ? Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça ou pas du tout ? Je suis d'accord, le meilleur, je sais pas, mais en tout cas, c'est un top match de cette saison entre une équipe de Lyon qui est très joueuse, avec un Paris Saint-Germain où on est plus surpris voilà, de sa maîtrise dans le jeu et de sa capacité à créer. Donc ouais, franchement, un match intéressant avec un peu de divertissement, que ce soit sur le scénario ou même un peu les débats qu'il peut y avoir post-match. Donc ouais, une belle affiche entre deux équipes intéressantes de ce début de saison.
Ouais, on va revenir évidemment sur tout ce qui a pu embêter cette affiche en tout cas. Mais on va commencer, on rentre dans le match. Donc déjà, on va parler vite fait des compositions. Donc côté lyonnais, on avait un Corentin Tolisso sur le banc, Adam Karabet sur le banc et Martin Satriano aussi. Il y a toujours les blessés du côté de Lyon, donc Malik Fofana, Ernest Nuama, tout ça. Sur le terrain, on avait Khalis Kalismera, je sais pas exactement comment on le dit, mais qui était en numéro 10. Donc petite pépite lyonnaise, hein, on a l'habitude que Lyon sorte des jeunes. Ça faisait un moment qu'on l'avait pas trop vu sur le terrain, là il était titulaire. On avait un Hensley Maitland-Nice à droite, Afonso Moreira à gauche et Rachid Ghezal, première titularisation depuis qu'il est revenu à Lyon en pointe. Point de faux numéro 9. Hein. Côté parisien, on avait une défense Hernandez, Pacho, Zabarni, Warren Zaïre-Emery. Le retour du trio gagnant au milieu de terrain, Fabien Ruiz, Vitinha, Joao Neves. Et en attaque, on avait Kanginli à droite, Kvaratskhelia à gauche, Mayoulou en pointe. Et pour les noms notables qui étaient sur le banc, on avait Marquinhos et Bradley Barcola. On a toujours donc Nuno Mendes. Oh, mais c'est Tiziano qui est sur le chat là. Euh, Évidemment, on va parler de Chevalier. Donc voilà, on en reviendra un peu plus tard. Qu'est-ce que je disais? Oui, sur les blessés, on a Dembélé, Doué, Hakimi et Nuno Mendes qui sont blessés. Le match démarre lentement, 26e minute, une incompréhension de la défense lyonnaise. On a une très belle passe de Vitinha vers Warren Zaïre-Emery qui vient marquer son premier but de la saison. Juste après, on a un corner lyonnais, jeu interrompu sur une possible main dans la défense de Zabarni. On va revenir dessus. Dans la minute qui suit, long ballon de Moussa Niakhaté, donc Moussa Niakhaté qui est un des meilleurs défenseurs de Ligue 1 cette saison. Si en plus d'être solide maintenant, il arrive à avoir une super relance, c'est top. Donc Moussa Niakhaté vers Afonso Moreira qui vient marquer, donc égalisation de l'Olympique lyonnais. Et 3 minutes plus tard, récupération de Vitinha sur Tessman devant la surface, qui envoie le ballon vers Kvaratskhelia, qui punit 2-1 pour le Paris Saint-Germain. Alors Gaëtan, on va directement rentrer sur les débats qu'on n'aime pas, mais on fait rarement des débats sur l'arbitrage, mais là il y a quand même quelques questions à se poser. Est-ce qu'il y a main de Zabarni? Est-ce que la récupération de Vitinha était correcte? Juste avant, alors si je suis assez bon en technique, on a vu Corentin Tolisso qui s'est exprimé sur les réseaux sociaux. On a vu un peu tout l'Olympique lyonnais qui était très énervé par l'arbitrage, et il y a cette déclaration de Corentin Tolisso en story Instagram qui a fait un peu le tour. Alors est-ce que ça marche? De vidéos, encore moins via les réseaux sociaux. Mais pour moi, aujourd'hui, c'était important de m'exprimer sur ce qui s'est passé hier et sur ce qui se passe plus généralement depuis le début de la saison en Ligue 1. Alors oui, je fais cette vidéo parce qu'hier, c'est nous qui avons été victimes de l'erreur d'arbitrage, mais plus généralement, depuis le début de la saison, c'est la même chose tous les week-ends sur chaque pelouse de Ligue 1. Beaucoup trop d'équipes ont été victimes d'erreurs d'arbitrage et c'est pas bon. Pour moi, il faut changer les choses. Après le troisième but de Paris hier, quand je suis allé voir Benoît Bastien, je lui ai dit je suis désolé, mais en toute honnêteté, vous n'êtes pas au niveau. Et il me répond que proposez-vous? Aujourd'hui, j'ai envie de lui dire qu'on se réunisse, qu'on communique, qu'on fasse une réunion avec tous les capitaines de la Ligue 1, avec un dirigeant de chaque club, et puis tous les arbitres de la Ligue 1 avec leurs supérieurs, pour qu'on puisse parler, dialoguer et faire avancer les choses, parce que pour moi, c'est plus possible. J'ai pas l'habitude de faire ce genre de vidéo. Bon. Alors Gaëtan, tu l'as déjà vu la déclaration de Tolisso qui dit qu'il faut se réunir pour communiquer avec les instances de la Ligue 1. Toi, qu'est-ce que t'en as pensé déjà de ces possibles erreurs d'arbitrage et de la déclaration de Corentin Tolisso? Pour commencer, je vais parler moi des déclarations globales, même lyonnaises, au-delà de Tolisso. Euh, pour moi, tu connais vraiment mon avis là-dessus. C'est une manière un peu de cacher certaines incohérences ou faiblesses de son équipe. Euh, Après, pour le coup, est-ce que Paris Saint-Germain soit au-dessus de Lyon? Bon, il y a pas forcément de surprise là-dessus. Je pense qu'il y a aussi un cumul de décisions un peu, à dire un peu discutables à l'encontre de Lyon. On se rappelle un petit peu
de la faute à Rennes sur Morton, si je dis pas de bêtises. Ça glisse. Voilà, exactement. Donc je pense que c'est une accumulation aussi qui fait réagir Lyon enfin, l'ensemble du club lyonnais de cette façon. Après, pour moi, le meilleur discours qui a été tenu, c'est sur l'émission Late Football Club avec Wabi Kazri. Wabi Kazri qui est un ancien joueur footballeur professionnel, alors peut-être qui tient ce discours parce que ben, là, il est consultant, qu'il a un peu plus de recul, qu'il a moins d'émotions par rapport au match, aux décisions que peuvent être prises. En fait, pour moi, les décisions d'arbitrage, pardon, qu'elles soient bonnes et qu'elles soient mauvaises, en tous les cas, voilà, ça va s'annuler sur la saison. L'équilibre va se retrouver entre bonnes et mauvaises décisions sur l'ensemble de la saison. Donc, euh, donc voilà, tu vois, moi, c'est un peu le point de vue que j'ai, en sachant que c'est ce que je te disais aussi en off et c'est ce que disait Wabi Kazri aussi. En fait, quelle que soit la situation sur l'arbitrage, ben, tout le monde pourra avoir une interprétation différente. Alors, il y a forcément déjà une question d'intérêt. Ben, un joueur, ça a pénalisé, peut-être qu'il va avoir faute pour lui, alors qu'au final, c'est peut-être pas une faute. L'arbitre va le voir d'une telle façon, l'entraîneur adverse va le voir d'une telle façon, je vais l'avoir d'une telle façon, tu vas l'avoir de telle façon. En fait, c'est tellement difficile et moi, j'ai pas envie de cracher sur l'arbitrage. Je pense que c'est un peu suffisamment dur. J'en Ok. discute pas mal avec. Là, j'ai un peu débordé du sujet, mais j'en discute Allez. pas mal, moi, que ce soit avec les joueurs que j'ai pu entraîner ou même des joueurs avec lesquels j'ai pu jouer. Quoi qu'il en soit, à partir du moment où la décision elle est prise, ben voilà, c'est sifflé. Faut passer à autre chose, quelle que soit la décision. C'est la mentale que je me suis donnée. Moi, c'est un discours de Benzema qui m'avait fait un peu aller dans cette direction, qui disait totalement ça. Et qu'il fallait se concentrer sur le jeu et que le jeu, et que si tu étais meilleur, ben, au final, normalement, c'était censé se voir sur le terrain, quelles que soient les décisions d'arbitrage. Mais je peux comprendre aussi certaines frustrations liées aux enjeux. Mais bon, je suis pas très fan de ce type de déclaration post-match, honnêtement. Ok, donc on va enlever cette déclaration de Corentin Tolisso. Bon, ça montre quand même. Bon, Corentin Tolisso, on sait que des fois il a pas il fait pas des moves les plus malins pour s'exprimer. Ça valait le coup quand même de l'entendre. Euh, mais quand même sur ces deux actions, est-ce que si t'étais à la place de l'arbitre, alors hein, on est d'accord, on n'est jamais dans cette situation, mais si t'étais à la place de l'arbitre, est-ce que t'aurais sifflé la main de Zabarni ou la faute sur Vitinha? Moi, si tu veux mon avis, franchement, je pense que la main de Zabarni, elle influe peut-être un peu quand même sur la déviation du ballon, et possiblement celle-là, je l'aurais sifflé. Sur la récupération de Vitinha pour le but, honnêtement, je pense que je l'aurais pas sifflé, mais sur la main, je l'aurais fait. Est-ce que, est-ce que est-ce que tu peux nous donner peut-être ton interprétation, toi? Ça peut Ouais, toujours être intéressant, même si on n'est pas des arbitres, hein. voilà, si je dois me positionner, je te rejoins un petit peu sur ton analyse. Pour moi, enfin, la faute de Vitinha, pour moi, c'est un engagement qui est totalement maîtrisé. Alors oui, il y a un pass, oui, il y a une cuisse qui touche un peu plus le corps de Tasman. Voilà, pour moi, il y a pied sur le ballon, il y a de l'engagement, c'est viril, mais c'est correct. Et pour moi, je ne chiffrerais pas du tout cette faute, en tout cas cette possible faute. Après, la main, par contre, ben, la position de la main me dérange un petit peu, honnêtement. Je la trouve assez haute. Euh, Ça peut, comme tu l'as dit, un peu influencer sur l'action, même si de souvenir, il touche pas le ballon. Mais la position de la main, en fait, par rapport en fait, même aux apprentissages défensifs qu'on peut donner aux joueurs, enfin, sa main ne doit jamais être là. C'est une erreur plutôt grossière si on parle même qu'au football au-delà de l'arbitrage. Donc, ouais, je te rejoins sur l'analyse. Plus, s'il y a une faute, s'il y a un coup de sifflet qui doit être donné, c'est plus sur la première situation que sur le deuxième but. Ok, on se souvient aussi qu'il y avait eu l'interprétation de la main la semaine dernière au bout de cette semaine en Ligue des Champions sur la main d'un joueur marseillais, je crois. Pour le match, j'ai plus le nom du joueur, mais c'est souvent l'interprétation, elle est souvent vraiment en fonction de l'arbitre. Des fois, on sait même pas ce qu'on doit siffler. Mais, euh, mais voilà. Bon, sur l'arbitrage, on va pas faire plus longtemps quand même. Juste, on va revenir juste pour dire sur l'arbitrage quand même. Alors, je sais pas, j'ai pas bien travaillé, mais sur les autres championnats, je sais pas s'il y a autant de cartons rouges quand même en Ligue 1. En Ligue 1, on voit qu'il y a pas mal de cartons rouges. On est presque à une moyenne de 3 cartons rouges par journée de Ligue 1.
Ce qui est pas mal, et je crois que sur les 12 matchs qu'on a eu sur la fiche du dimanche soir, on a eu quand même 6 cartons rouges, je crois, un truc comme ça. Donc à voir si quand même, peut-être que l'arbitrage en France, il y a 2-3 trucs à revoir, sans dire que les arbitres français sont des mauvais arbitres ou autre chose, mais peut-être qu'il faut un peu plus de communication, en tout cas, enfin, que ça s'améliore. On voit qu'il y a pas mal de noms d'arbitres qui sont souvent décriés en Ligue 1. Pour continuer sur ce match entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique Lyonnais, donc on était à 2-1 2-1 avant la mi-temps. 42e minute, on a quand même un poteau de Tagliafico et on a cette fin de première mi-temps. Donc j'ai noté 75% de possession pour le Paris Saint-Germain, plutôt une stat qu'on a l'habitude de voir. On a un tir cadré, un but pour Lyon, deux tirs cadrés, deux buts pour Paris et un très gros match de Vitinha. On reviendra sûrement sur Vitinha. On continue dans cette deuxième mi-temps. Donc Lyon revient avec de meilleures intentions, pardon. 50e minute, but de Maitland Nice qui dans la course qui ressent un long ballon donc de Tyler Morton et qui dans la course vient faire une espèce de 360 pour lober Lucas Chevalier. Donc avec un but de Maitland Nice, pardon, un très beau but de Maitland Nice, et le match revient à 2-2. La fin de la deuxième période, c'est un peu chacun son tour, chacun attaque, chacun défend. On voit Paulo Fonseca qui a pas fait beaucoup de changements, qui a fait que deux changements, donc Karabec à la place de Ghezal et Tolisso à la place de Kalismera. Évidemment, il fallait un carton rouge dans ce match. Tagliafico qui prend son deuxième jaune. Là, pour le coup, il n'y a pas de débat d'arbitrage. Son carton rouge, enfin, c'est deux jaunes, je trouve, qui sont mérités. Et là, 90e plus 5, corner de Kang In Lee sur la tête de Joao Neves. 3-2, fin du match. Donc, même scénario que le match contre l'OGC Nice, où c'était Gonzalo Ramos qui avait marqué en toute fin de match. Là, cette fois-ci, c'est Joao Neves. Et encore une fois, le Paris Saint-Germain qui gagne. Est-ce que déjà tu veux revenir peut-être sur les deux buts lyonnais et le choix de Paulo Fonseca d'allonger le jeu et de vouloir passer dans le dos de la défense? On voit que Zabarni il a beaucoup de mal avec la gestion de la profondeur. Le Bayern Munich, on en a parlé la semaine dernière où ils avaient insisté sur ça contre le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions. T'as trouvé ça plutôt bien pensé? C'est une arme pour les prochaines équipes pour aller déjouer ce Paris Saint-Germain? Mais totalement, totalement, totalement. On en avait parlé un petit peu face au Bayern, mais je pense que les commentateurs du match Lyon-PSG en ont parlé aussi. Ça, c'est typiquement le genre d'action travaillée à la vidéo. Notamment, j'en parle un petit peu parce que voilà, c'est mon domaine. Mais voilà, c'est de la préparation, c'est du travail sur toute une semaine pour avoir une connexion entre le passeur et le receveur. Et même, je rajouterai d'autres joueurs parce que ça, en fait, cette création d'espace est liée aussi à des déplacements de joueurs offensifs, que ce soit Kalispera ou Rachid Ghezal, qui sont un petit peu plus axiales, du coup, qui libèrent des espaces, dans le dos en faisant sortir de leur zone les défenseurs centraux du PSG sur ces actions. Donc voilà, très bien pensé de la part de l'ensemble du staff lyonnais et très bien réalisé par les joueurs de l'Olympique lyonnais. Voilà, en fait, ça, on en parlait un petit peu aussi, je sais pas si tu te rappelles sur la partie LDC quand on parlait du Barça et cette gestion de la profondeur avec des blocs hauts. Bah forcément, quand tu es blocs hauts, il y a de l'espace à couvrir. Si en plus de ça, tu dézones et tu offres encore plus d'opportunités à ces joueurs, alors ouais, c'est un risque assumé d'être en 1 contre 1 dans ce pressing offensif de la part du Paris Saint-Germain. Mais voilà aussi une des possibilités pour impacter Paris et leur faire mal. Ok. Et juste sur ces buts, est-ce que tu penses que c'est vraiment des erreurs de la défense parisienne, enfin le choix d'assumer ce système où on défend haut, où il y a quand même ce truc, on a quand même eu le débat avec Tiziano il y a 2-3 semaines, on a dit qu'on lui laissait du temps, et petit à petit, on voit encore une fois que Ilya Zabarni, pour le coup, il a du mal à rentrer dans cette défense du Paris Saint-Germain. Est-ce que c'est des erreurs individuelles, c'est des erreurs collectives? Qu'est-ce que t'en penses sur ça? Un petit peu des deux. De toute façon, en général, un but est très souvent causé par des erreurs. Après, la question qu'il faut se poser, est-ce qu'elles peuvent être corrigées en fait?
Euh, alors imaginons Zabarni décroche sur un attaquant ou peu importe, un défenseur central décroche sur un des attaquants. On sait qu'un des principes de jeu, ou en tout cas un des comportements attendus, c'est que du coup si un des défenseurs centrales sort, il va falloir que les deux personnes derrière resserrent, quitte à laisser un peu de distance avec leur adversaire direct. Donc ça peut être un peu un correctif. Deuxième correctif, ça peut être aussi un gardien qui joue un petit peu plus haut. Je pense qu'on en parlera un petit peu plus tard ou On très va en parler prochainement juste après. juste après de Chevalier. Mais peut-être que si on a un Chevalier un petit peu plus en confiance, au lieu de jouer à la distance où il est du but, peut-être qu'il joue 10 mètres plus haut et donc ça peut peut-être empêcher certaines actions d'arriver. Donc c'est plein de petites choses. Moi, honnêtement, je souhaite valoriser le travail lyonnais et la réalisation technique lyonnaise sur cet enchaînement. Ok, eh ben, parfait, t'en as parlé de Lucas Chevalier, donc on va directement aller dessus. Euh, Sur ce match et depuis le début de la saison, on a vu quand même deux trois critiques qui commencent à arriver sur Chevalier. Alors on reviendra pas sur le like du post sur le RN, tout ça. Honnêtement, on s'en fiche. Lui, il s'en est défendu. Bref, mais sur ses prestations quand même footballistiques, on se souvient l'erreur contre Strasbourg où sur le deuxième but de Morera, il se plante un peu le pied dans la pelouse et il laisse passer ce ballon. Là, il fait encore plutôt une mauvaise sortie. Alors, je crois que c'est sur l'équipe que j'ai vu le débat euh, qu'on voit un Lucas Chevalier en fait moins en. Je dirais pas que. Alors, il y a peut-être cette histoire de confiance, mais on voit on sait que déjà le poste de gardien il est différent quand tu joues à Lille et au Paris Saint-Germain. Peut-être au Paris Saint-Germain, tu as moins d'arrêts à faire, mais ils sont plus décisifs. Sur Lucas Chevalier, en fait, qu'on retrouve moins en fait, on voulait un gardien c'était un gardien avec de la personnalité, j'imagine qu'il a toujours, mais qu'on retrouve beaucoup moins sur ses sorties aériennes, sur pas mal de plans sur Lucas Chevalier par rapport à la saison dernière. Est-ce que tu penses que les critiques sont méritées? Quel est ton avis là sur les dernières prestations de Chevalier? Honnêtement, hein, sur ses dernières prestations, il faut être lucide. Et je pense que lui, il est aussi. C'est pas bon. C'est pas bon. En tout cas, c'est pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un gardien du PSG. D'autres gardiens avant lui ont eu les mêmes critiques. Je pense à Donnarumma actuellement, mais même d'autres par le passé, que ce soit Trapp, que ce soit Buffon. Et on sait Areola. très bien que un gardien, c'est ce qui permet d'aller loin en Ligue des Champions. On a pu le voir avec Donnarumma l'année dernière, mais je peux te citer Courtois aussi, qui a permis au Real de gagner plusieurs Ligues des Champions. Donc c'est un élément ultra décisif dans la conquête d'un titre européen. Et je pense que ces critiques en fait manifestent du coup une peur un petit peu de ne pas arriver à cet objectif à cause des performances de Lucas Chevalier. Et on connaît ce qui s'est passé un peu avec le mercato et du coup le choix Donnarumma, Chevalier et du coup les conséquences. T'en as parlé un petit peu aussi dans la différence de rôle dans le jeu entre être gardien à Lille et être gardien au Paris Saint-Germain. Moi, je vais même aller plus loin. C'est un changement de statut total pour Lucas Chevalier qui passe de espoir à gardien top 5 du coup d'un club européen. Voilà, à lui d'assumer cette pression, à lui d'apprendre à vivre avec. C'est beaucoup de changements pour lui. En tout cas, actuellement, si on doit être très lucide, ses performances ne sont pas à la hauteur de ce qu'on attend d'un gardien du top 5 européen, très clairement. Ouais, d'une équipe top 5 européenne. Alors lui, je sais pas Ouais, s'il est top 5 en Europe, hein, ça peut se discuter, mais... et surtout alors, on voyait déjà l'année dernière avec Luis Enrique, qui, des fois, il faisait quand même de temps en temps souffler Gianluigi Donnarumma avec Safonov, ou même l'autre gardien, c'était Arnaud Tenas, qu'on a vu brièvement, hein, mais plus Savonov. Là, l'enchaînement des matchs, on sait qu'il directement quand il est arrivé, il a joué contre Tottenham pour la Super Coupe d'Europe. Depuis, il a jamais été remplaçant. Est-ce que ça, peut-être ça joue aussi qu'il a enchaîné ce nombre de matchs? Oui et non, parce que je pense que Oui, après c'est un ça, poste de gardien. ouais, si ça s'était bien déroulé, peut-être que ça lui aurait aussi permis de prendre confiance. Je pense pas que le choix en soi soit mauvais. Par rapport à ce que tu dis aussi, et la rotation de gardien, je pense qu'on le verra peut-être un petit peu plus tard dans la saison avec l'apparition de la Coupe de France pour le Paris Saint-Germain. Et du coup, après, peut-être un écart un petit peu plus important en championnat qui leur permettra peut-être de faire tourner un petit peu Chevalier. Mais honnêtement, je pense pas que ce soit ça. Je pense que c'est juste
l'entraînement, de performances pas top, du coup, qui l'amène dans une spirale un petit peu négative euh, actuellement. Et en espérant que la trêve internationale lui permette de prendre un petit bol d'air frais et lui permette de repartir de plus belle avec le Paris Saint-Germain, parce que ça reste quand même un top gardien, et mais qui n'est clairement pas à la hauteur de ce qu'on attend de lui. Oui, clairement. Alors on fait ce débat parce que là, ses prestations sont pas bonnes, mais honnêtement, moi je pense que, que Chevalier c'est un très bon gardien et en fait surtout c'est que là, en plus il a de la chance parce que à chaque fois le Paris Saint-Germain a gagné quand même, mais faudrait pas que ça arrive en tout cas en Ligue des Champions. On sait que Donnarumma a presque été mis dehors pour lui faire de la place, que beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain, malgré la victoire en Ligue des Champions et malgré la saison de Donnarumma, étaient contents que Donnarumma s'en aille pour que un gardien comme Chevalier arrive. Donc, ouais, il a peut-être une petite pression qu'il n'a pas l'habitude d'avoir aussi. Donc voilà. Après, en équipe de France, pour l'instant, il n'est pas gardien numéro un, il est numéro 2 et ça ne devrait pas bouger de sitôt, je pense. Donc à voir, mais en tout cas, peut-être que déjà la concurrence entre lui et Maignan, pour l'instant, au début, on la voyait, au début, on pouvait l'entendre. Là, pour le coup, en ce moment, elle s'entend pas trop. Mais à voir, en tout cas, c'est un bon gardien. Faudra pas qu'il enchaîne quand même les performances parce qu'on sait qu'un gardien en manque de confiance, des fois ça peut durer longtemps, hein, comme un peu tous les joueurs, mais ça peut vite te plomber une saison sur un ou deux matchs. Donc on verra ça, mais en tout cas, ouais, Chevalier en ce moment c'est pas bon, mais on va pas le condamner tout de suite quand même. Voilà, rapidement, on en parlait la semaine dernière avec Tiziano, on revient sur cette équipe de Lyon, vu que t'as pas pu être là pour nous en parler, sur comment tu vois cette équipe de Lyon la saison prochaine. Si je te refais le topo, moi Tiziano disait que lui il voyait quand même l'Olympique Lyonnais en Coupe d'Europe, alors pas en Ligue des Champions, mais plutôt Europa League, Conference League. Moi je disais que j'attendais d'en voir plus et que pour l'instant je les voyais pas forcément en Europe la saison prochaine. Toi, sur ce que tu as vu des prestations de ce début de saison sur l'Olympique Lyonnais, t'en penses quoi? Est-ce qu'ils seront en Europe ou pas? Je prends un peu de Cesiano là-dessus. En tout cas, au-delà de penser qu'ils vont être, c'est une équipe que j'ai envie de voir en Coupe d'Europe. Bah, déjà, premièrement, parce que c'est une équipe qui est en capacité de performer en Coupe d'Europe, on le voit actuellement, même s'ils sortent d'une défaite au Betis Séville, mais bon, c'est pas rien d'alarmant non plus. Mais en fait, moi, c'est une équipe que j'aime regarder. Moi, j'aime beaucoup le coach Paulo Fonseca par rapport à ce qu'il a pu proposer. Alors, bon, on sait que sa dernière expérience avant Lyon n'était pas top top, mais en tout cas, dans l'ensemble, c'est un coach que j'apprécie, enfin, on va dire, analyser, pardon, c'est le mot que je cherchais. C'est un coach que j'apprécie analyser, le travail, sa capacité à être proactif et à vouloir dominer son adversaire. Donc c'est quelque chose que j'aime bien. Après, par rapport à Lyon, c'est un peu le même avis que j'ai depuis le début de saison, c'est un effectif qui n'est pas pléthorique. Donc est-ce qu'ils auront la possibilité de rajouter quelques joueurs à un moment donné ou l'autre, que ce soit sur ce mercato hivernal ou estival de la saison prochaine? Bah, à voir par rapport aux finances du club. Mais en tout cas, moi, c'est une équipe qui me plaît avoir joué. Il y a des joueurs intéressants. Tu parlais de Kyle Mera, en plus, c'était Tyler Morton qui a encore été très bon. Non, c'est une équipe plaisante. C'est une équipe plaisante et si je dois les situer, ouais, Europa League, Conference League, je pense que ça peut le faire, mais attention, il y a quand même un peu de concurrence, donc il ne faudra pas faiblir, et notamment avec l'effectif qui n'est pas pléthorique, bah, tu peux avoir quelques périodes un petit peu plus dures, pour le moment c'est pas le cas, mais ça peut peut-être arriver. Ouais. J'avais plusieurs choses à te dire. Donc déjà, comme je le redis, il avait fait que deux changements pendant ce match. Euh, Paulo Fonseca du côté des blessés. Donc on avait, je le répète, Fofana, Mangala, Nuama, Sulch. On avait trois suspendus. Non, deux suspendus, pardon, avec Abder Vinicius et Ansat Ebouer, qui est pas rentré encore dans cette équipe de l'Olympique Lyonnais. Donc ouais, ils ont pas beaucoup de rotation en Coupe d'Europe. Pour l'instant, tu l'as dit, ils font bonne figure, ils sont septième au classement de la phase de Ligue d'Europa League. Et sur ce que je voulais te poser comme question, ah oui, c'était sur Hendrik. Est-ce que la rumeur Hendrik, toi, elle te hype à l'Olympique Lyonnais? Totalement. Totalement, totalement, totalement. Et je pense que c'est gagnant-gagnant pour tous les deux. Ok. Honnêtement, je pense que pour Hendrik, c'est une super opportunité pour lui, parce que ça va lui permettre d'avoir un club où il peut enchaîner des matchs. Et je pense que pour Lyon, c'est totalement un profil Fonseca compatible. Donc franchement, je pense que ça peut être gagnant-gagnant.
Par exemple, si je dois comparer un autre move assez récent, il y a beaucoup plus de doutes sur Fati à Monaco, même si au final ça s'avère pas trop mal, même s'il faut pas oublier que c'est quand même beaucoup de buts sur penalty. Donc mettre un peu de réserve quand même sur son arrivée, mais ça reste bien. Non mais Hendrik à Lyon, moi je suis totalement convaincu. Je sais pas ce que t'en penses toi, de ton côté, mais moi pour moi ça peut être vraiment gagnant-gagnant pour tous les deux. Ouais, moi je le redis, on en a parlé aussi pareil la semaine dernière, mais pareil, ça peut être gagnant-gagnant. Et en plus, lui, contrairement à Fati, il n'a pas eu de très grosses blessures, hein. C'est plutôt un des choix de Xabi Alonso. Je crois qu'il a eu une ou deux blessures quand même la saison dernière, mais c'est pas des grosses blessures comme a pu avoir Fati. Donc oui, ça peut toujours être intéressant. On sait que lui, en plus, son but, c'est de jouer la Coupe du Monde, donc s'il peut avoir du temps de jeu à l'Olympique Lyonnais, on espère le voir, hein. On se souvient encore de certains joueurs comme ça qui ont porté des gros noms et qui sont arrivés à l'Olympique Lyonnais et qui ont tout cassé, hein. Je repense à Memphis Depay. Et donc, en tout cas, si ça se fait, intéressant à voir, hâte de suivre en tout cas. Et tu nous as fait une transition parfaite, du coup, parce que je pense que là, sur le match de l'Olympique Lyonnais et le Paris Saint-Germain, on a un peu dit ce qu'on voulait dire. Encore une fois, c'est Paris qui gagne, qui est premier du championnat. Lyon, ils ont plutôt fait bonne figure. En tout cas, moi, c'est un match où je me suis régalé entre les poteaux, le super lob de Etzlem Nice, sur qui on a pas mal tapé, enfin, tapé, grand mot, mais qui a été pas mal critiqué depuis le début de saison. Là, pour le coup, c'était un superbe but. Donc voilà, pour ce match, je pense qu'on a fait à peu près le tour. On rappelle, hein, Paris, ils ont enchaîné pas mal de matchs, ils avaient pas mal de blessés. Mais au final, ils gagnent, donc c'est parfait pour eux avant la trêve. Juste pour rappel, quand même, l'Olympique lyonnais qui est sorti de ce classement à la Coupe d'Europe, pardon, de cette course à la Coupe d'Europe pour l'instant. Bon, ils sont ex aequo en fait avec Lille et Monaco, et c'est juste. Ah non, non, ils sont ex aequo avec Monaco en fait, au goal average, donc ils sont à cette sixième place pour les places en Coupe d'Europe. Donc comme tu l'as dit, parfaite transition, Ansu Fati, AS Monaco, AS Monaco, RC Lens. Donc on va aller sur ce match. Hop, 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 que je retrouve mes notes. Donc oui, on parlera de tous les matchs évidemment de cette deuxième journée, mais on va revenir quand même sur ce match RC Lens AS Monaco. Défaite 4-1 des Monégasques. Alors, qu'est-ce qu'on a à noter? Monaco, sur les 5 derniers matchs de Ligue 1, ils sont 11e. Au classement actuel, ils sont 6e, donc du coup, à égalité de points avec Lille et l'Olympique lyonnais, et à 5 points de l'Olympique de Marseille. On le répète, nous, dans nos chapeaux, on l'a encore dit la semaine dernière, dans ce petit bilan, que Monaco était techniquement avec... donc on avait Paris qui était tout en haut, on a l'Olympique de Marseille et Monaco, et après, on a plutôt les autres équipes. Euh, donc voilà. Monaco, ça commence à sentir quand même pas bon. Petite dédicace quand même à un abonné qui avait sur une actu du jour avec qui on a échangé sur l'AS Monaco, où on était plutôt d'accord dans nos commentaires. On disait que Monaco c'était décevant, même s'ils ont cette excuse ils ont pas mal de blessés, mais je pense que même avec les blessés, ça joue quand même pas très bien au football, hein, de ce qu'on voit. Vu ce qu'ils proposent, je pense qu'ils auraient perdu le match contre Lens parce que Lens en ce moment c'est vraiment très fort. Que Pocognoli, même si ça fait très peu de matchs qu'il est là, il a du mal à installer ses idées. Et je ne sais pas si les dirigeants de Monaco vont lui laisser énormément de temps. On l'a déjà vu auparavant, bon ça commence à dater d'il y a quelques années, mais il y a souvent des coachs qui sont partis très vite de Monaco. On repense à Thierry Henry qui avait fait 1 ou 2 mois, grand max je crois, et qui après était parti. Donc voilà, on ne sait pas si Pocognoli, on sait que c'était plutôt un bon coach référencé en Europe avec l'Union Saint-Gilloise. Il a choisi de quitter l'Union Saint-Gilloise alors qu'ils étaient en Ligue des Champions. C'est en Ligue des Champions qu'ils ont Saint-Gilloise, ouais. Donc voilà, qui a préféré aller à Monaco, qui sont en Ligue des Champions aussi, hein, mais donc voilà, donc il a du mal à installer ses idées. Qu'est-ce que tu peux me dire sur tout ce que je viens de dire, ton avis sur cette équipe monégasque et surtout sur ce match contre le RC Lens? Bah, pas le copie face à par contre, un très très bon adversaire. Je pense qu'on en parlera après, mais Ouais. Lens est très très bien. Donc c'est aussi Lens qui a mis en difficulté Monaco, mais Monaco, faut pas non plus cacher un peu leur difficulté actuelle. On disait il y a pas si longtemps, je me rappelle, mais c'était bien Monaco parce que ça avait des résultats et que c'était sur une bonne dynamique en termes de performance, on va dire comptable. Mais dans le jeu, il y avait des choses à revoir.
Au niveau de Pocognoni, je pense que c'est un coach, comme tu l'as dit, qui a du mal à mettre en place ses idées, mais qui en a beaucoup, je pense. Et on parlait de tout à l'heure de Fonseca avec un coach qui essaye d'être dominateur dans ses affrontements et dans ses rapports de force avec les autres entraîneurs, mais j'ai l'impression que c'est ce qu'il essaye de mettre en place. Donc forcément, c'est des choses qui mettent un petit peu plus de temps que, on va dire, des stratégies un petit peu moins risquées et qui ont du coup des conséquences et qui peuvent se traduire par un score comme ce qu'on a pu voir ce week-end. Mais moi, si j'étais dirigeant de l'AS Monaco, je lui laisserais du temps. Parce que je pense que si tu prends la peine d'aller chercher un coach comme Pocognoni, ben, c'est pas pour le garder un mois et basta quoi derrière. Là, pour le coup, je comprenais pas trop le move de virer à 18h, même si bon, c'était pas top et tout, mais moi je suis plutôt dans l'optique d'avoir de la continuité. À partir du moment où tu as fait le choix de remplacer ton entraîneur, il doit à minima finir la saison, à minima. Parce que Monaco, on sait très bien que cette instabilité permanente des entraîneurs, bah, c'est un des gros aspects négatifs au sein du club. Euh, voilà. Je suis en train de me perdre un petit peu là dans mon analyse. Non, mais Mais voilà, sur ce Monaco, on voit qu'ils sont en manque de confiance, clairement. Il a essayé de faire du coaching à la mi-temps en faisant rentrer Michal à la place de Golovin. Golovin, pareil, 3 minutes de jeu, il a une action, il est tout seul devant le gardien, il essaye de faire un crochet, bref, il se rate totalement. On l'a dit aussi qu'à Cliouche, on avait du mal à le retrouver quand même cette saison, même s'il a encore ses fulgurances techniques. Ansu Fati qui rate ta penalty en fin de match. Là, on a le capitaine, donc Zakaria, qui est revenu. Sur le deuxième but, c'est le deuxième but de Wesley Saïd ou c'est le premier, je sais plus exactement, mais en gros, Thilo Kehrer qui rate sa relance. Il y a pas mal de choses. Mika Bierretz aussi qui met pas un pied devant l'autre. Après, la question c'est est-ce qu'ils ont été mal sifflés par l'arbitre aussi sur ce carton rouge de Folarin Balogun. Est-ce qu'il y a vraiment une intention de faire très mal sur le joueur, donc c'était Sangaré, pardon. Et en plus, derrière, ils prennent le troisième but. Donc, même si tu rentres à la mi-temps à 2-1, à 10, tu peux espérer aller gratter quelque chose. Là, à 3-1, c'était compliqué. Pareil, l'arbitre, évidemment, on va pas taper sur lui, mais peut-être que le penalty aussi qu'il obtient Balogun, on ne sait pas trop, donc c'est pour ça qu'on voulait faire un débat sur les arbitres en Ligue 1. Donc voilà, sur cette équipe de Monaco, il y a pas mal, il y a un gros manque de confiance en tout cas, et qui est visible. Donc voilà. On retrouve des cadres qui sont pas au niveau, et qu'est-ce que je voulais rajouter? Ouais, des joueurs où on avait un peu des attentes. Alors, Paul Pogba joue toujours pas, mais ça aussi, pareil, on s'est dit, ouais, il va peut-être revenir, ça va avoir de l'allant, super recrutement. Ça commence à puer pour Paul Pogba. Il a rechuté au niveau de la cuisse, la cheville. Eric Dyer, on s'est dit, ouais, c'est un défenseur solide, pour la Ligue 1, ça va le faire. Honnêtement, il n'a pas fait des grosses prestations, et là, il était encore. Bon, là, il était sur le banc, mais je crois qu'il était un peu blessé. Ils n'ont pas eu de chance avec leur gardien Radeki qu'ils ont ramené, qui s'est blessé pour quasiment toute la saison, je crois. Ils ont Vanderson qui est blessé. Bon, Crépin Diata, Christian Mawissa, Lamine Camara qui était blessé. Là, on avait Minamino qui est même pas rentré. Peut-être que c'était pour le faire souffler aussi. Il y a quand même pas mal d'interrogations, et je pense auxquelles on n'a pas vraiment de réponse en fait sur cette équipe de Monaco. Est-ce que tu es plutôt d'accord avec ça, Gaëtan? je te rejoins sur ton analyse du moment. Euh, mais si je dois amener un petit peu d'espoir, entre guillemets, c'est que j'ai l'impression que c'est le même constat avec Monaco régulièrement en fait. Et quand je parle régulièrement, c'est de saison en saison. Et derrière, de manière générale, ils arrivent à finir plutôt bien parce que bon, ils ont quand même des joueurs d'un standing au-dessus par rapport à certaines équipes. Donc je te rejoins totalement sur l'analyse, sur un petit peu le constat de manière générale sur Monaco, sur les performances individuelles de chaque joueur. Moi, je pense que défensivement, c'est très limité. Euh, Thilo Kehrer, capitaine, alors que je trouve que c'est un des joueurs les moins performants à Monaco, ben, j'ai un peu de mal. Que j'ai un peu de mal. Euh, voilà, dans l'ensemble, je peux que te rejoindre sur ton analyse. Malgré tout,
je rate le classement là, mais il reste à 2 points de Strasbourg qui est quatrième, 5 points de Lens qui vient de leur en prendre 3. Bon, et il y a de l'alarme parce que c'est Monaco et qu'on attend beaucoup plus, et notamment en termes de jeu. Et mais moi, j'en avais parlé un petit peu aussi lors de précédentes émissions. Mais pour moi, leur mercato, alors autant au niveau des arrivées, bon, tu parlais un peu d'ailleurs et tout, d'un bilan un peu mitigé. On parle de Pogba, un coup c'est chaud, un coup c'est froid, un coup c'est chaud, un coup c'est froid. Mais moi, c'est surtout sur le sens des départs, en fait. Beaucoup de mouvements de joueurs importants, et pour moi, ça a forcément un impact. Que ça a forcément un impact. Quand tu perds Elias Benseguir, qui était un des top players de cette équipe, et forcément que ça peut se ressentir. Quand tu as un Mika Biret qui est plus que l'ombre de lui-même, forcément que ça peut se ressentir. Mais, euh, mais voilà. Moi, je pense que malgré tout, Monaco va faire quelque chose cette saison. Est-ce qu'ils seront aussi performants que l'an passé et que la position qu'on donnait en début de saison où on les voyait sur le podium? Peut-être pas, mais je pense ils arriveront à gratter leur top 5. Ils seront forcément en dessous de Marseille, je pense. Maintenant, Marseille a pris le lead face à Monaco, et la dynamique actuelle est largement en faveur des Phocéens. Mais, euh, mais dans l'ensemble, je pense. Enfin, comme je te dis, pour moi, c'est un constat régulier à l'AS Monaco. Donc, Ouais, on attend que ce soit mieux à la fin de saison. ouais, alors sur l'AS Monaco, là, on a été un peu. Bah, sur les dernières prestations, c'est pas très bon. Après, on sait souvent qu'ils arrivent à. C'est un peu comme l'Olympique Lyonnais aussi, qui arrive souvent à se rattraper en fin de saison, qui enchaîne des victoires en fin de saison et qui, au final, arrive à avoir la place où elle souhaite être. Mais quand même, on attend beaucoup. Alors, Ilyes Bensekir, ouais, c'est une perte, mais je suis pas sûr que c'est lui qui changerait la physionomie de l'AS Monaco en ce moment. Mika Bierretz, hein, il est pas parti, il est toujours au club, mais c'est juste qu'il Non, est. C'est en son plus frère d'un jumeau équipe, qui est sur le terrain. Mais ouais, là on tourne un peu autour du pot sur Monaco, donc on va passer plutôt au RC Lens. Mais en tout cas, on en attend mieux et on espère voir mieux de Monaco, sachant qu'ils ont, comme tu l'avais très bien dit, ce double calendrier, Ligue des Champions. Ligue des Champions championnat où il va falloir qu'ils enchaînent. Sur le RC Lens, déjà, première chose à dire, félicitations aux supporters qui se sont déplacés jusqu'au Louis II donc le samedi soir, et honnêtement, c'était vraiment top à voir dans le stade, qui ont mis le feu au stade, honnêtement. Sur l'Olympique, pas du tout. Sur le RC Lens, ça continue de bien se passer, contrairement à Monaco. Sur les 5 derniers matchs, eux, ils sont premiers de Ligue 1 avec 12 points, donc un point de plus que le Paris Saint-Germain. Hudson Edouard, c'est 5 buts, une passe décisive sur les 6 derniers matchs. Et on dit depuis le début de saison que le RC Lens, c'est cool à voir ce qui se passe, mais au final, est-ce que en fait c'est pas au-dessus de nos attentes, le RC Lens, on s'attendait vraiment pas à ce que ça soit aussi, aussi cool à voir dans le jeu et dans tout ce qui se passe en fait autour du club. bah, c'est totalement l'équipe surprise de ce début de saison, hein. Il y a des joueurs individuellement qui sortent du lot. Je pense à Sangaré, que je trouve très 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 bon. Je pense à Malanxa. J'aime beaucoup Risser aussi. Simon Le gardien. Baidou, pardon, Ouais. qui est top recrue. Ah non, franchement, individuellement, bah voilà, en fait, ils sont sur la dynamique inverse de certains clubs de Ligue 1, pour Monaco, pour pas les citer. Mais ils ont toutes les flèches au vert. Ils ont toutes les flèches au vert. Par rapport au jeu, moi, un petit peu moins surpris connaissant Pierre Sage. Connaissant Pierre Sage, et tu sais très bien un petit peu l'avis que j'ai sur cet entraîneur, que je trouve vraiment très très fort, et par toutes ses méthodes, sa méthode de travail. Pour résumer un petit peu, il travaille il travaille essentiellement avec une méthodologie de travail portugaise qui s'appelle la périodisation tactique, donc qui est basée en fait beaucoup en gros sur le travail, pas essentiellement avec ballon, mais en tout cas majoritairement avec ballon, en tout cas sur le modèle de jeu dont travaille son équipe, et en gros, et après il associe en gros sa charge physique en fonction du jour. Soit c'est J-2 avant le match, J-1, jour J, ou J+1, J+2. Bon, bref, je m'égare un petit peu sur la méthodologie d'entraînement, mais en gros, c'est une méthode de travail qui regroupe le travail physique lié en gros au travail du modèle de jeu, ce qui est un petit peu différent de d'autres méthodes où on pouvait travailler un petit peu le dissocier. On a tous entendu parler des fractionnés sans ballon,
Ça veut pas dire qu'ils en font pas, mais en tout cas, ils essayent de travailler un maximum avec ballon. Bref, je m'égare. Mais du coup, voilà, Pierre Sage, pour moi, top entraîneur, donc pas surpris sur la qualité du jeu. Lance, comme je te dis, j'aime beaucoup Sangaré. Sangaré, je pense que c'est une top recrue de ce mercato. Je regardais là, pas plus tard que là, il arrive du Rapid de Vienne, si je dis pas de bêtises. Donc, ouais, non, top joueur. Top Ouais. joueur, vraiment très impressionnant. Je sais plus, j'ai vu une interview d'un joueur de Lens, et je crois que c'était Malang Sarr, qui a dit que sur le premier entraînement, bah, il a mis tout le monde d'accord. Et vu ses performances actuelles, je suis pas surpris. Je suis vraiment pas surpris. Ouais, bah, en tout cas, ceux qui nous écoutent en live et ceux qui écoutent sur YouTube, prenez des notes hein, sur les méthodes d'entraînement, c'est toujours hyper intéressant à écouter. Mais ouais, ils ont des super joueurs. Là, je suis en train de regarder l'équipe type qu'on a sur l'équipe. Donc, on a Pierre Sage en tant que coach de la semaine. L'équipe de la semaine, c'est le RC Lens. On a Wesley Saïd, Florian Thauvin, Hudson Edouard. Donc, je le redis, Samson Baidou qui est souvent dans l'équipe type aussi. T'as parlé de Malansar, t'as parlé de Sangaré. Enfin, ils ont vraiment des top joueurs. Robin Risser aussi. Même des joueurs comme Thomasson et tout ça, ça fait le travail. Mais Lens, on le redit, hein, mais on doutait un peu après l'après-Francaise où ils avaient fait ce beau parcours en Ligue des Champions avec Will Steele, c'était un peu voire beaucoup, c'était très compliqué. Mais là, ça reprend bien et c'est vraiment cool à voir cette équipe de Lens. Donc on va suivre ça de près évidemment et je le redis sur les 5 derniers matchs de Ligue 1 ils sont premiers au classement et là actuellement ils sont deuxième égalité de points avec l'Olympique de Marseille alors aucun de nous les avait mis à cette place en début de saison. Donc sur l'AS Monaco, le RC Lens, je pense on a été bon. Sur le Paris Saint-Germain, l'Olympique Lyonnais, on va quand même vous rappeler les résultats de cette 12e journée de Ligue 1. Et après, on dira un petit mot sur les autres matchs. Donc, on avait en début de journée, donc le vendredi, Paris FC Rennes, victoire de Rennes à l'extérieur. Marseille-Brest, 3 buts à 0 pour l'Olympique de Marseille. Le Havre-Nantes, match nul, 1 partout. Donc Monaco-Lens, 4-1 pour Lens. Lorient-Toulouse, 1 partout. Strasbourg-Lille, 2 buts à 0 pour Strasbourg. Metz-Nice, 2 buts à 1 pour Metz. Angers-Auxerre, 2-0 pour Angers. Et 3-2 pour le Paris Saint-Germain contre l'Olympique Lyonnais. Un petit mot quand même sur Strasbourg et Lille. La victoire de Strasbourg, donc 2 buts à 0. Alors moi, c'est un peu une question provocatrice, mais est-ce que en fait la Ligue 1 est déjà trop petite pour en fait un joueur comme Emega donc Emega, capitaine du Racing Club de Strasbourg en ce moment, qui a été blessé en début de saison, qui est revenu, qui a fait le travail, qui est reparti blessé et qui revient et qui met un doublé. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce que tu voudrais dire sur Emega et Strasbourg qui bat un concurrent direct pour les places européennes la saison prochaine? Bah, écoute, pour ta première question sur Emega, je pense que son interview d'après-match, je sais pas si tu l'as vu, Là, j'avoue que j'ai quand pas vu. je l'ai pas vu. Bon, je vous invite tous à aller voir son interview si vous l'avez pas vu, mais en tout cas, elle représente un petit peu l'ego qu'a ce joueur, mais c'est de l'ego positif en fait. Se dire qu'en fait, qui est en face sur le terrain, je vais lui marcher dessus. Et Mega, c'est ça. Mais Mega, honnêtement, si tu vois l'interview, tu verras. Et c'est vraiment ce discours qui tient. Et en fait, moi, c'est ce qu'on aime sur le terrain. Un joueur qui est en confiance avec ses qualités, qui sait ce qu'il vaut. Fait penser un peu à Thierry Henry dans sa manière de parler, là, sur cette interview. Où, ben, oui, je suis capable de marquer là, Strasbourg. Ouais, Lille, je c'est connais bien. mis de l'arrogance, mis de la confiance C'est ça, qui est c'est ça, c'est exactement. Ouais. ça. Et donc, en vrai, ben, est-ce que c'est trop grand pour lui? Bon, j'attends quand même qu'il mette encore 15 buts pour te dire ça. Mais il a toutes les qualités pour aller dans un grand club. Après, à voir s'il arrivera à s'imposer à Chelsea, qui est un effectif pléthorique. Et on a vu beaucoup de bons joueurs ben, ne pas passer le cap. Malang Sarr, on en parlait avec Lens un peu plus tard, mais pour ne que le citer. Donc à voir. À voir, à voir. En tout cas, fraîchement sélectionné en équipe des Pays-Bas. Donc c'est quand même pas mal. C'est quand même pas mal du tout. Et moi, pour être provocateur aussi un petit peu, Allez. première association avec Joaquin Panicelli. Donc, il lui a un petit peu volé la vedette.
Donc, non, j'attends de voir comment en fait les deux peuvent s'associer, parce que je pense que vraiment, s'ils arrivent à vraiment avoir une alchimie entre eux, ça peut être top. Ça peut être vraiment top. Ouais. Et sur cette victoire contre Lille, en tout cas c'est plutôt pas mal. On a vu Liam Rosenior se faire expulser parce que il a déjà eu deux, trois actions comme ça où il mettait un peu trop de virulence quand il parlait aux arbitres. Mais en tout cas sur cette victoire contre Lille et cette ouais, c'est là où Olivier Giroud il fait son erreur. Que je dise pas de Oui, bêtises. C'est oui, sur le premier ou le deuxième but, non? c'est passé. C'est passé. Ouais, voilà. Donc, ouais, Lille qui a encore qui a du mal en ce moment. Défaite en Ligue Europa, défaite contre Nice il y a 2 semaines. Là, c'est un peu compliqué quand même, non, en ce moment pour Lille. Exactement. Exactement. Après, voilà, hein, c'est une question de cycle, hein. On sait qu'on Mm. ne peut pas être performant toute l'année. Et on a parlé de plusieurs équipes qui ont des cycles un peu moins bons. On a parlé d'équipes qui ont des cycles positifs. Si je dois te faire un résumé de tout ça, ben, à eux de maintenir la dynamique ou à eux de l'inverser assez rapidement pour que si le cycle n'est pas bon, que ça dure le moins longtemps possible. Et inversement, si le cycle est bon, ben, que ça dure le plus longtemps possible pour engranger le plus de points et être dans le bon wagon à l'approche de la trêve hivernale. Ouais, bah, c'est exactement ça. Et en plus, c'est ce qu'a dit plutôt Bruno Genesio sur les derniers matchs, hein, qu'ils avaient beaucoup de mal à se créer des occasions, même pas à les marquer, c'est juste de les créer. Là, je suis en train de regarder, je viens de tomber sur la stat, mais 0,28 de expected goal, c'est quand même assez bas. Pas félicitations aussi à Verdonk hein, sur le carton rouge, il est catastrophique. Mais voilà, donc ça devrait se relever quand même pour Lille dans les prochains matchs. On parlera juste après, j'ai peut-être regardé, ça sera le Paris FC. On vous donnera évidemment le calendrier pour la prochaine journée après la trêve. Donc voilà pour ce match entre ces deux équipes. Qu'est-ce que j'ai noté? Le Paris FC contre Rennes aussi, Abibay et Rennes qui sont enfin lancés. Est-ce que ça y est, Abibay il a trouvé comment parler à ses joueurs, il a trouvé son dispositif, Quentin Merla à droite, Tamari à gauche, Kader Milité à la place de Brilem Bolo, euh, Brice Samba qui est peut-être le meilleur joueur de Rennes sur ce début de saison. Ça y est, c'est enfin lancé Gaëtan? Enfin, je sais pas. Mais en tout cas, ils arrivent à enchaîner quelques victoires. Euh, Moi, ce que je souhaite valoriser en fait dans cette période rennaise, alors oui, il y a eu la période viré pas viré, mais moi justement, c'est le choix fort en fait des dirigeants et du dirigeant, c'est le président, si je dis pas de bêtises, le président qui a conforté Abibay en fait et Monsieur Pouille. qui lui a donné en fait du coup tous les pleins pouvoirs et qui a conforté en fait cette place et ce pouvoir en fait entre guillemets. J'ai pas le mot exact qui me vient, peut-être que tu le trouveras dans ce que je te décris, mais il lui a donné beaucoup de d'assurance en fait, mais pour asseoir ses décisions. Mettre Seko Fofana sur le banc, mettre Ludovic Blas sur le banc. On sait quand même que c'est des joueurs ouais, qui ont du vécu, qui ont, pour certains, pour Ludovic Blas, un peu plus d'expérience rennaise, de très bonnes performances. Donc, c'est des choix très forts. Tu parlais de choix tactiques aussi en mettant Quentin Marlin à droite. Moi, je pense que le choix de mettre Moussa Tamari, qui était un des joueurs les plus dangereux de Rennes régulièrement titulaire, je pense que c'est un très bon choix. La titularisation régulière aussi de Bama Maïté, ben, on a pu voir contre Rennes que c'était très bon. Et après, tu parlais de Brissamba en top player aîné, mais moi je l'associerais avec Esteban Le Paul. Hmm. Esteban Le Paul qui fait un top début de saison pour un joueur qui lui a aussi vécu un transfert quand même important dans sa carrière, passer d'Angers à Rennes, c'est pas rien. Et il assume pleinement cela. Si je dis pas de bêtises, je crois qu'il est troisième au classement des buteurs avec 8 buts. Donc, Ouais, deuxième je crois même. ouais, deuxième ex aequo avec Greenwood, mais je crois que Greenwood Ah oui, est c'est vrai, il y a Greenwood, devant, pardon. par Exactement. rapport au nombre de passes D. Non, pas Bon, du bref, tout. c'est un détail. En gros, les deux ont 8 buts, 3 passes D, donc ils sont ex aequo. Ok. Voilà. C'est un ex aequo du coup. Mais ouais, voilà, top début de saison pardon, d'Esteban Le Paul suite à ce transfert. Donc ouais, moi je l'associerais à Brice Samba, même si on pourrait rajouter d'autres joueurs, on en a parlé en off déjà qui ou autre, ou même Rongier Ouais, sur Rongier est le top. début de saison. Ouais, top joueur qui a sur un gros équilibre et je pense qu'il est vraiment le leader un petit peu, on va dire en termes de mentalité de cette équipe. Donc ouais, Rennes, je vais pas trop m'attarder dessus, mais en tout cas ils arrivent à enchaîner, c'est bien.
À voir sur la durée, parce que bon, ça peut être les montagnes russes quand même, cette équipe. Oui, bah, c'est exactement ce qu'on a dit, c'est que ça pouvait bien se passer un voire deux matchs et après ça pouvait s'écrouler. Donc là pour l'instant ils ont gagné. On va quand même rappeler que le Paris FC a fait offensivement plutôt une mauvaise prestation avec un Moïse Simon totalement absent. Bon, ils ont quand même mis deux poteaux aussi et au final Rennes gagne que un but à zéro sur un bon coaching de Abibey, hein, où c'est Mbolo qui rentre et qui marque. Mais ils ont pu se permettre de. Enfin, il a pu se permettre de mettre Blas sur le banc, tu l'as dit, Fofana sur le banc, Mbolo sur le banc, Frankowski sur le banc. Bon, les quatre sont rentrés. Donc voilà, il y avait Haït Boutlal, pardon, qui était absent. Mais ouais, cette équipe de Rennes, de toute façon, on l'a toujours dit qu'il y avait du talent et qu'il fallait juste que ça se mette en place. Donc on verra ce que ça va donner pour la suite. Voilà sur ces gros matchs de cette 12e journée de Ligue 1. Je reprends mes petites notes. Chaque fois je les perds. Ouais, la victoire de Marseille aussi. On va pas faire long sur Marseille, mais victoire logique. Surtout contre Brest, qui est une équipe un peu malade en ce moment. Maintenant, ce qu'on attend de l'Olympique de Marseille, c'est qu'ils aient des résultats en Ligue des Champions. Tu voulais dire peut-être quelque chose sur Marseille ou on peut Non, continuer? juste valoriser leur début de saison à domicile. Je crois qu'ils sont première équipe à domicile de Ligue 1. Donc, ouais, alors que d'habitude, en général, ils avaient plus de mal à être performants à domicile. En ce début de saison, c'est le cas. Donc, Effectivement, bien premier à joué, domicile. donc ouais, bien joué là-dessus, parce que bon, la pression du Vélodrome, on la connaît. Et, là, pour le coup, ils arrivent à être performants. Ok. Voilà. Après, sur les autres matchs de Ligue 1, bon, Nice-Metz, on va pas revenir dessus. Félicitations en tout cas au FC Metz qui enchaîne une troisième victoire d'affilée quand même, qui sort de la zone de relégation. Donc c'est parfait pour eux. Nice qui s'est totalement écroulé, ça commence à être un peu vraiment vraiment inquiétant l'OGC Nice. Gaëtan, petite devinette. J'imagine qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a regardé Nice-Metz ce week-end. Il y avait un ancien joueur de Ligue 1, un vieux briscard comme on les appelle, de Ligue 1. Est-ce que tu peux me dire qui était le commentateur de ce match? C'est un vieux briscard de Ligue 1 qui est souvent Ah, cité, je crois que je genre... l'ai. Franchement, je euh, crois que je l'ai. vas-y. Felipe Saad, Pas du tout. pas lui. Pas du tout. C'est un joueur... Alors, c'est un joueur qui est né en... qui est retraité, donc évidemment déjà, est-ce qu'il met de sa date de naissance? 84, il est né à Béziers, il était plutôt milieu de terrain. Est-ce que... donc, il a commencé à l'Olympique lyonnais, alors ça, je l'avais pas du tout. Il a joué aux Glasgow Rangers. Est-ce que tu as une idée déjà de qui je peux te parler? Euh, Tu me dis un vieux briscard, je pense à peut-être à un joueur, mais il me faut plus d'indices pour me le confirmer, parce que ça se trouve, je alors, suis totalement à Il côté. a, il a souvent été connu pour des blessures et surtout une très grave contre un joueur de l'OGC Nice qui lui avait totalement flingué la cheville et qui avait pris 10 matchs de suspension. Est-ce que tu peux voir? Il est passé par le Paris Saint-Germain de 2007 à 2011, donc avant l'ère Qatar. Après, il va à Saint-Étienne de 2011 à 2017. C'est là où il a sa très grosse blessure. Alors, j'ai plus l'année, je vous avoue. Et après, il fait Nancy et Bourgoin-Jallieu. Ah, Jérémy Clément? C'est Jérémy Clément. Alors ça, j'avoue que je m'y attendais pas quand je l'ai vu aux commentaires, mais ouais, vraiment en fait, c'était vraiment cette image de la Ligue 1, notre Ligue 1 qu'on aime quand on était un peu plus jeune pour nous quand même. Donc, euh, donc voilà, ça faisait plaisir de le voir et c'était juste histoire de faire un quiz pour Ouais, ceux qui se mais souviennent de Jérémy Clément. franchement, bonne initiative. Bonne initiative. Et là, t'as le coach qui ressort du coup, parce que putain, je vérifie juste un truc, mais je crois qu'il était coach il n'y a pas si longtemps que ça, il y a un an ou deux, mais justement à Bourgoin-Jallieu, je crois. Exactement, de 2020 à 2022. Et en termes de diplôme, je sais pas s'il a pas le diplôme pour coacher plus haut, mais bon, bref. Il a coaché Mais Andrézieux, Versailles, et là, il était à Allobroge. J'avoue, je connais pas. c'est un club de Régional 2, je crois. Là, je viens de voir un truc. Mais ok, mais bon petit Ça, c'est joueur à l'époque quand Grenoble. même. Petite époque, hein. Ouais. Et voilà, Jérémy Clément, donc voilà pour le petit quiz de cette émission. Je pense qu'on a fait le tour. On va quand même faire un point sur la prochaine journée de Ligue 1. Donc évidemment, il y a la trêve
comme d'habitude, vous aurez l'émission sur l'équipe de France, où on revient sur les 2 derniers matchs de l'équipe de France. Et qu'est-ce qu'on aura comme match au retour de la trêve? Alors, 13e journée de Ligue 1, on aura le LOSC qui reçoit le Paris FC, Toulouse qui reçoit Angers, Nantes-Lorient, Brest-Metz, Auxerre qui reçoit l'Olympique Lyonnais, le PSG reçoit le Havre, l'AS Monaco qui se déplace au Stade Rennais, Strasbourg qui se déplace à Bollaert et le match du dimanche soir, Nice-Marseille. Nice-Marseille, comme à Nice-Lyon, normalement j'aurais peut-être l'occasion d'aller en tribune presse, donc pourquoi pas avoir des images de la conférence de presse d'après-match de Franck Hez et de Roberto De Zerbi, si j'arrive à faire le bon montage avec la bonne traduction, et évidemment peut-être des joueurs de l'Olympique de Marseille et de l'OGC Nice en zone presse. Normalement ça devrait arriver. Donc voilà pour la prochaine journée. Le classement de Ligue 1. Qu'est-ce qu'on a au classement de Ligue 1? Alors, le Paris Saint-Germain est toujours premier avec 27 points. L'Olympique de Marseille et Lens sont ex aequo avec 25. Quatrième Strasbourg, 22 points. Lille, Monaco, Lyon, 20 points. Et après, en bas de classement, Auxerre qui a enchaîné sa 4e défaite d'affilée, donc qui a 7 points, qui est 18e. Lorient, 10 points. Nantes, 10 points. Brest, 10 points. Donc voilà, et on le répète, Metz qui est sorti de cette zone de relégation et qui est 14e avec 11 points. Pour les buteurs, on en a parlé rapidement. Panicelli qui est toujours à 9 buts, ça fait 2 matchs qu'il n'a pas marqué, mais on va pas lui en vouloir, mais qui n'a toujours pas de passe décisive quand même. Et après, on a Greenwood, Le Paul avec 8 buts et 3 passes décisives, et 4e, le Niçois, Sofiane Diop, 6 buts et une passe décisive, et Ilan Kebal, Wesley Saïd, Hudson Edouard, Pavel Souch et Ansu Fati à 5 buts. Voilà. Je pense que pour cette journée de Ligue 1, cette 12e journée, on a fait le tour. Évidemment, on va quand même finir avec notre séquence habituelle et les anciens Français, les Français à l'étranger ou les anciens de Ligue 1. Donc Gaëtan, de qui tu voulais nous parler? Écoute, je vais reparler d'un joueur que j'avais déjà un peu amené dans cette émission. On avait eu un débat assez récent avec Vincent, c'est pour ça que j'en parle, mais nouvelle prestation XXL de Jérémy Doku ce week-end face à Liverpool. Je sais plus trop quoi dire, on en parlait un petit peu sur le débat un peu par rapport à sa capacité à réaliser des statistiques. Ce week-end, il met un top but, et en plus, bon, au-delà de ça, moi, c'est l'ensemble de son match que je trouve excellent. Que dire, que dire, alors que, à part, pardon, que c'est peut-être l'ailier le plus dynamiteur actuellement en Europe. Donc, voilà. Il a été capable d'avoir cette capacité à dynamiter la défense et inscrire un top but. Donc, félicitations à lui. Bah, c'est parfait que tu parles de Jérémy Doku et de notre dernier débat parce que je vais pouvoir me faire une auto-promo quand même. Donc déjà, pour ceux qui l'ont pas vu, vous pouvez aller voir la dernière vidéo où on parle des 4 premières journées de la phase de Ligue des Champions. Donc évidemment, on revient sur Manchester City et Jérémy Doku, mais aussi des autres équipes, le Real, le Barça, le Bayern Munich, le Paris Saint-Germain. Donc si vous voulez aller voir et connaître notre avis sur ces premiers matchs, vous pouvez évidemment retrouver la vidéo sur la chaîne YouTube. Moi, j'ai choisi de prendre Anjuan Boni. Alors, je crois qu'on en a déjà parlé sur des émissions précédentes, mais encore une fois, Anjuan Boni qui est décisif. Donc, joueur français un peu méconnu qui joue à Parme la saison dernière, qui a signé à l'Inter en tant que doublure pour Lautaro Martinez et Marcus Thuram. Marcus Thuram qui était blessé récemment. Donc, Anjuan Boni qui a alterné les titularisations entre lui et je crois que l'autre attaquant, c'est Esposito à l'Inter, mais en tout cas qui a marqué son 4e but de la saison et qui est un joueur à surveiller du côté de Didier Deschamps. Donc on verra si lui peut continuer sur sa bonne dynamique. Mais en tout cas, un Français qui marque dans un top club de Serie A et du monde, c'est cool. Et en plus, l'Inter qui est premier du classement, ex aequo avec la Roma. J'ai un petit bug. Ouais, qui est ex aequo avec la Roma. Donc voilà pour cette séquence des Français à l'étranger ou des anciens de Ligue 1. Je pense qu'on a fait le tour pour cette émission. Encore une nouvelle fois, voilà, 1h15 d'émission où on parle de Ligue 1. On est revenu sur les matchs. On se retrouve évidemment
dans 2 semaines pour parler de la 13e journée de Ligue 1. Gaëtan, une nouvelle fois, on affichera les réseaux sociaux dans la vidéo sur la chaîne YouTube. Et une nouvelle fois, merci à toi d'être venu pour parler de cette Ligue 1. Bah, écoute, toujours un grand plaisir. Merci à toi, Vincent. Bah ouais. Et en tout cas, on se retrouvera. Tu vas surpris. Mais on se retrouvera. Évidemment, Gaëtan doit venir pour parler de l'équipe de France et son avis sur Didier Deschamps. On l'oublie pas. On espère que tu pourras venir nous en parler. Bon, en tout cas, on le retrouvera sur les prochaines émissions de Ligue 1. Pour ceux qui nous suivent évidemment sur les réseaux sociaux, il y a ceux de Gaëtan. Vous pouvez moi aussi me suivre à TrickFR, TikTok, Instagram, X, même Snapchat. Dans les spotlights, vous pouvez nous retrouver. Vous pouvez aussi nous retrouver sur en podcast maintenant. Donc normalement sur toutes les plateformes de podcast, vous tapez @TrickFR. Donc pour l'instant, il n'y a que l'émission de la Ligue des Champions qui est dessus. On mettra celle-ci aussi pour ceux qui ne veulent pas voir nos tronches et qui souhaitent nous écouter. Vous pourrez nous écouter donc sur les plateformes de podcast et on mettra régulièrement. Pourquoi pas? Alors, je lance beaucoup de projets comme ça. J'ai aussi parlé des lives où on jouera à Football Manager. Ça arrive. J'ai même pas encore ouvert le jeu, je vous avoue. Mais peut-être pour les podcasts, peut-être faire un truc un peu spécial qui sera exclusivement sur les plateformes. J'y réfléchis sur peut-être raconter les histoires d'anciens joueurs ou de grands matchs ou de grandes équipes. C'est encore en construction dans ma tête. Vous pouvez aussi nous rejoindre sur le Discord s'il y a un axe ça intéresse. Et je pense que j'ai fait le tour. Évidemment, n'hésitez pas à vous abonner sur donc tous nos réseaux, sur la chaîne YouTube, sur Twitch. Et évidemment, on se retrouve bientôt. Merci à tous.